World Cup wins. Bon Nicolas, les LED rouges elles sont allumées. On est à quelques jours du début des mondiaux de Crans-Montana. On va essayer d'expliquer un petit peu à vous, si vous connaissez rien au VTT, un petit peu les bases. À ceux qui connaissent aussi, on va faire les pronostics. Donc restez, ça va être un épisode intéressant. Comment tu te sens là avant cet événement si important, tout près de chez nous, dans quelques jours? Très bien, assez excité de voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être vraiment fou et puis j'espère qu'il y aura la même ambiance qu'on a vécue la semaine passée. La semaine passée, on était au Jet, pour ceux qui ont déjà vu le premier épisode de notre podcast. Donc on est au deuxième maintenant, spécial Crans-Montana. On vous l'avait promis d'ailleurs dans le premier épisode. Merci de vos retours, merci à ceux qui ont écouté. Et on part du coup dans ce deuxième épisode. Ok, du coup, pour commencer, voilà, c'est notre deuxième podcast. Et puis, on a eu quelques questions déjà de personnes qui n'ont pas forcément compris exactement tous les termes qu'on avait dans le vélo. C'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicismes, des abréviations. Donc, je pense que ça peut être intéressant si tu arrives à nous faire un petit lexique, un petit vocabulaire spécifique du VTT. Ouais, bon, on va faire les grandes bases. Après, on essaiera, je pense, d'expliquer pendant qu'on parle. Parce que si on a des mots techniques, il faut juste qu'on y pense à les expliquer parce que c'est assez courant, hein, du coup, pour nous et tous ceux qui sont dans le monde du VTT. Mais du coup, on va commencer par les deux formats XCC. Donc, ce sera mardi, c'est le format court. C'est une course de 20 minutes en circuit, des circuits un peu plus courts que les autres. Ouais, carrément plus courts. C'est 7 à 10 tours, je pense, à peu près. Et chaque catégorie doit arriver à 20 minutes de course. C'est vraiment un peu... le sprint, c'est un peu l'équivalent, hein, ceux qui suivent la Formule 1 des sprint races maintenant qu'ils ont introduit depuis quelques années. Je pense on est là-dessus. On est exactement là-dessus. Voilà. Et puis ça, du coup, ce sera le mardi à Zermatt. Normalement, c'est dans la même station que la course quand c'est des Coupes du Monde. Là, c'est à Zermatt parce que voilà, tous ces championnats du monde qui sont sur tout le Valais. Donc le format de cours, XCC. Et puis après, le format XCO, le format olympique finalement. Format olympique, ouais, donc qui dure environ 1h20, 1h30 sur plusieurs tours. Donc c'est le format en fait qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit justement aux Jeux Olympiques, d'où son nom cross-country olympique. Donc ouais, c'est ce qu'on a le plus l'habitude. Je rajouterais juste que peut-être le short track, d'habitude, sauf sur les championnats du monde, il détermine en fait les places de départ des 24 premiers coureurs pour la course de dimanche. Donc ça veut dire que si on finit dans les 24 premiers du cross-country, du XCC, pardon, du short track, on sera placé sur la ligne dans cet ordre-là le dimanche à la course cross-country. Exactement. Comme tu dis, normalement en Coupe du Monde, ça place les départs. Du coup, enfin, moi personnellement, je le sais, mais peut-être pour expliquer, du coup, à quoi ça sert de faire un format court sur les championnats du monde? Parce que maintenant, on a une saison quand même complète de short track, de XCC, où on a des vraies courses, on a un classement général de la Coupe du Monde, et il y a des points UCI, etc. Donc ça devient vraiment des courses à part entière. Du coup, on doit délivrer un maillot de champion suisse, champion d'Europe, champion de France et champion du monde pour qu'en fait on ait aussi ces maillots distinctifs sur le format court. Voilà, merci. C'est là où je voulais en venir, c'est que justement le but de ces championnats du monde, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une course par saison. C'est totalement différent des Coupes du Monde où c'est une série de courses, il y a un classement, etc. Le championnat du monde, c'est une course d'un jour et ça délivre le maillot arc-en-ciel. Vous l'avez vu peut-être sur Tadej Pogacar sur la route. C'est ce maillot-là qui est porté toute l'année. C'est pour ça qu'il y a un format dans le format court, il y a un maillot dans le format court et dans le format olympique. Voilà. Pour le format olympique, peut-être pour préciser, c'est des tours d'à peu près 3 km. C'est pas que de la descente, pas que de la montée, c'est un mix des circuits très techniques, souvent dans la forêt, sur les cailloux. Vous pourrez le voir à Crans-Montana. On va en parler forcément sur ce parcours de Crans-Montana. Drop, Rock Garden, deux termes que peut-être pas tout le monde comprend. Rock Garden, ça veut dire jardin de cailloux en français. Donc c'est sur les parcours souvent techniques, c'est artificiel. On va mettre où les organisateurs vont mettre des cailloux pour faire un obstacle très technique. C'est souvent très intéressant. Il y a plusieurs choix de lignes. Et puis les drops, c'est les sauts, aussi souvent artificiels, des fois naturels. Et ça peut être mixé les deux, drop et rock garden. Ça avait été fait l'année passée à Crans-Montana. Ça n'avait pas très bien été accueilli au tout début en tout cas. Peut-être dernier terme, donc il y a le Tech Field Zone. On en a parlé dans le premier podcast. J'étais pour toi à la Tech Zone. Du coup, c'est une zone sur le parcours où il y a les mécaniciens et les ravitailleurs. Et en fait, il n'y a que dans cette zone qui fait à peu près 200 mètres où on a le droit d'être ravitaillé et d'être aidé mécaniquement. Donc ça veut dire que si on a une crevaison ou si on a besoin de changer de bidon, etc., on a seulement cette zone de 200 mètres par tour pour être ravitaillé et puis pour avoir de l'assistance.
On aura donc le format court mardi à Zermatt. Toutes les courses se dérouleront dans l'après-midi. Je te laisse faire un petit peu le programme et ensuite on enchaînera jeudi avec le mix relais et ensuite toutes les disciplines à Crans-Montana. Je te laisse présenter ça. Yes, du coup, le short track, donc il aura lieu à Zermatt, comme tu le disais. C'est une manifestation qui est gratuite. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va permettre aux gens de pouvoir aller voir la course gratuitement, découvrir ce sport. Le circuit pour Zermatt, il fait 1,3 km. Donc comme tu disais, c'est beaucoup plus court. Euh, mais 70 mètres de dénivelé. C'est assez énorme en fait si on compare à un circuit de cross-country, ça ferait entre 180 et 190 mètres de dénivelé par tour, ce qui est assez énorme, ce qui est un des plus gros dénivelés de la saison. Donc ça va être une course quand même très difficile pour un short track. D'autant plus qu'elle est courue à 1620 mètres d'altitude. Du coup, il y aura ce facteur oxygène d'altitude qui va jouer un rôle. Pour votre information, je crois que c'est à partir de 1500, si je me trompe pas, que chaque 100 mètres d'altitude, on perd 8% de la performance. Donc cet aspect altitude-là, il n'a pas un énorme impact, mais quand même. Et puis ça, c'est des choses que les coureurs s'habituent à faire. Ils étaient presque tous en altitude en préparation avant ces mondiaux, justement pour déjà développer leur performance en s'entraînant avec peu d'oxygène et en plus un petit peu s'adapter à cette altitude. Du coup, ouais, le short track, donc il aura lieu le mardi 9 septembre, donc mardi prochain. Toutes les courses dans la même journée, la même après-midi. Donc ça commencera à 15h30 pour les U23 femmes, suivi des U23 hommes à 16h15. Et ensuite, les élites femmes s'élanceront à 17h15 et les hommes à 18h. On parlait du dernier épisode à propos du short track, je reviens juste là-dessus. Tu parlais d'un peu la différence, comment il se courait entre les femmes et les hommes, des fois où tu disais que c'était presque un mini XCO. Là, avec autant de mètres de dénivelé, on va clairement avoir un mini XCO qui va se courir, non? Ça va être les meilleurs du XCO qui devraient être devant en short track. Je pense que ça va être un XCC qui va être très semblable à Léogang, par exemple, où c'était une longue montée, une longue descente, et où ça s'est couru comme un mini XCO. D'ailleurs, ça s'est dit à l'interview que ça s'est couru comme un mini XCO. Leogang, donc, qui est une manche de Coupe du Monde en Autriche, juste pour rappeler, qui était plutôt dans la saison. Et encore une petite dernière info, donc vous pourrez suivre en live cette course de short track pour les élites hommes et les élites femmes sur la RTS, la SRF ou sur Eurosport et l'équipe. Ensuite, on passera donc dès le jeudi du côté de Crans-Montana. Logistiquement, ça va être quelque chose quand même, ce déplacement. Toutes les équipes qui doivent passer de Zermatt, qui est une ville sans voiture, on le rappelle, jusqu'à Crans-Montana. Ça va être un défi pour toutes les équipes à peu près. Je pense après, je pense pas qu'il y aura le gros paddock pour le short track de Zermatt, honnêtement. Ils vont rester. Je pense même les préparations des vélos, tout ça vont se faire à Crans-Montana et ils vont juste se déplacer pour la course. Et ça m'étonnerait pas de voir des dérogations pour les équipes pour aller jusqu'à la forêt de la course avec des véhicules. Yes, du coup, donc le jeudi 11 septembre, donc là, c'est aussi une manifestation qui sera gratuite, mais cette fois du côté de Crans-Montana. C'est le team relais. Donc c'est une discipline qui est assez spectaculaire à regarder. Donc une personne de chaque catégorie homme-femme qui se relaye sur le tour du XCO et puis finalement donc c'est un peu une course tactique parce que l'ordre est pas défini, donc c'est-à-dire on peut faire partir un élite, un U23, une junior en premier, donc c'est pas défini. Et du coup bah voilà, en général les nations qui mettent quand même leurs meilleurs coureurs de chaque catégorie pour essayer d'aller chercher une première médaille et souvent c'est une médaille qui peut un peu débloquer l'équipe, je dirais, débloquer ce compteur des médailles. Ce team relais, du coup, c'est jeudi, 17h. Malheureusement, il n'y aura pas de live TV, mais si vous voulez vous y rendre, c'est gratuit pour tout le monde. Et puis, surtout en Suisse, là, il va vraiment avoir la meilleure équipe suisse, je pense. La dernière fois, c'était en 2018 à Lenzerheide et championnat du monde en Suisse. Ils avaient aligné une équipe avec Nino Schurter, qui avait remporté chez les élites, avec Yolanda Neff, qui avait malheureusement pas fait le podium chez les femmes élites, mais aussi c'était une des favorites. Sina Frey, qui avait fait deuxième en U23, Alexandre Balmer, qui avait gagné en junior, Filippo Colombo, qui s'était aussi bien classé en U23. Donc, ouais, ils avaient vraiment mis le gros paquet. Ça se fait pas tout le temps. Par exemple, au championnat d'Europe, souvent, il n'y a pas tous les meilleurs, mais là, on risque de retrouver les favoris, Finn Treudler, peut-être Nino Schurter. Non, je sais pas qui vont envoyer encore. J'ai pas vu la start list, mais on risque de voir les meilleurs dans cette équipe de Suisse. Je pense. Le vendredi 12 septembre, c'est le jour des juniors. Donc 15h les juniors femmes, 17h les juniors hommes. C'est aussi il n'y a pas de ticket à prendre pour cette course. Et malheureusement pas de live non plus.
Mais voilà, donc le vendredi, la journée dédiée aux juniors. Donc on débute le week-end, le samedi 13 septembre, où on a deux grosses catégories. À 11h, les U23 hommes, et à 14h, les femmes élites qui vont courir. Ça, c'est une course femmes élites qui va être en live, donc sur la RTS et sur l'équipe. Elle sera en rediffusion sur Eurosport pour laisser place à l'arrivée de la Volta. Mais ouais, ça va être une belle journée à suivre. Et ouais, et juste pour rappeler du coup la catégorie 23, donc c'est les moins de 23 ans, et juniors c'est les moins de 19 ans. Voilà pour ces trois catégories qui sont présentes au championnat du monde. Les juniors sont pas présents sur le circuit de la Coupe du Monde, mais au championnat du monde avec un maillot délivré également. Et voilà, donc pour chaque catégorie, hommes et femmes, un maillot de champion du monde sera délivré et porté toute la saison d'après. Donc pour faire le pont entre samedi et dimanche, on aura l'after party Red Bull X Valley Cycling, ouais, qui va être donc bon de 16h à 20h. Hein, ça va, il y aura pas trop de folie. Samedi soir donc. Samedi soir, pour ensuite arriver dimanche matin 10h30, les femmes U23. Et pour clore le spectacle, enfin presque 13h30, les hommes élites, dernier championnat du monde de Nino Schurter. Et ensuite, closing party, là c'est toute la nuit. Et je pense qu'il y en a 2-3 qui vont faire la fête. Du coup, avec la soirée, l'événement du samedi soir, on risque de voir des gens dans le même état que le matin à la course des jets le dimanche matin. Ah, ça a l'air plus soft, hein. C'est un peu plus à la Suisse, hein. C'est marqué jusqu'à 20h. Mais on verra, ouais. Puis surtout, il n'y a pas les fans de l'ADH parce qu'ils seront à Champéry ce week-end. Du coup, c'est pas exactement au même endroit. On espère qu'il y en a beaucoup qui viendront également voir. Et on espère vous voir beaucoup présents aussi sur place. Bon, on passe aux choses sérieuses. On a mis dans chaque catégorie, notre top 5 qu'on pensait. On va essayer de débattre. On n'a pas encore vu celui de l'autre. C'était l'idée de garder un petit peu la surprise. Bon, on commence on fait dans l'ordre des courses ou on fait dans l'ordre des courses du week-end. On n'a pas fait les juniors, mais on commence avec les U23 hommes. Si tu veux. Ouais, vas-y. Moi, je commence avec mon top 5 U23. L'esprit de famille, on était obligé. Maxime Lhomme en 5e position. Il est bien, dans une bonne forme. 5e au championnat d'Europe. 3e à Andorre. 8e au jet en n'ayant pas des super sensations. Il a bien préparé son truc à Chandelin en altitude. J'espère l'avoir pris avec une 5e place. On espère mieux, mais... Est-ce que j'ai un peu plus l'esprit de famille que toi? Ou est-ce que je suis plus optimiste? Je sais pas. Je l'ai mis 3e. Okay. Il a été capable de faire un podium cette année. Pourquoi pas un 2e? À la maison, il est prêt. C'est en Suisse. Franchement, moi, je le vois faire un podium. Et j'espère aussi, donc on verra. C'est peut-être l'esprit de concurrence qui reste encore parce qu'on court dans la même catégorie avec Maxime. Je sais pas, mais... Il faut savoir que il l'a encore dit aujourd'hui à l'interview, mais depuis les championnats d'Europe en Espagne, il est vraiment en top forme. Il est ultra régulier, toujours dans le top 10. Donc je le vois faire ce podium à Crans-Montagnes. Ok, on espère. En tout cas, il y aura beaucoup de monde. Hein. Il y a un quart qui monte depuis la région. Ça va être quelque chose vraiment de fou. Il y a aussi beaucoup de monde de la région qui sont sur place. C'est un sport qui attire aussi dans notre région en Romandie. C'est la région du canton de Fribourg. Vraiment, il y a un esprit de tradition, un esprit de support. Donc voilà, on a fini déjà avec l'esprit de famille. Tu veux dire toi ton top 5 du coup directement? Mon 5e? Ouais. Alors en 5e position, un Suisse, j'ai mis Nicolas Alter. Okay. Qui est ultra performant sur ce genre de parcours. On sait qu'il monte très bien, il passe très bien les bosses, il est en forme, il sort quand même d'une 4e place au jet le week-end passé. Donc pour moi, vu sa régularité dans la saison aussi, où il fait régulièrement des top 5, je le vois bien en 5e position. Moi, je vais te dire que je l'ai enlevé du top 5 au dernier moment parce que je voulais mettre Maxime quand même. Et puis, il y en a un autre, je parlerai après, qui pour moi est en train de voler. En plus des 3 je pense que chacun a mis dans son top 35. J'ai sorti parce que j'avais l'impression... Bon, c'est vrai que ce week-end, il a de nouveau fait un gros résultat. Mais sur les quelques courses internationales, nationales qu'il y a eu entre deux, pas Coupe du Monde, j'ai cru le voir un petit peu moins tranchant, mais finalement, il vient avec une 4e place au jet. Donc c'est vrai, c'est assez dur à mettre ses places, surtout quand on doit mettre un membre de la famille dedans. Donc, je pense à Pro qui sait se préparer pour un événement, mais on verra. Ouais. Nicolas Alter, donc qui est suisse, je sais pas si on l'a précisé, en première année U23, donc la catégorie U23, c'est 4 ans. Et puis donc il est en première année. Enfin, 3 ans de plus jeune que les plus vieux de la catégorie. Dont Maxime, justement, qui est dans sa dernière année. En 4e, je vais de mon côté, Adrien Boissy. Ah bah tu vois que tu l'as mis aussi chez toi. Ah ouais, Boissy. Enchanté.
Adrien Boissy, le français, on en parlait dans le dernier épisode. Lui, il a couru en élite toute la saison de Coupe du Monde parce qu'il a été surclassé, parce qu'il avait un très très bon niveau. Il fait clairement partie des favoris. Ça va être une grosse bataille. Alors moi, je l'ai mis quatrième parce que, alors c'est à double tranchant mon information, mais il a fait très peu de courses ces derniers temps. Ce Ferré, il a couru un peu sur la route, mais ensuite, j'ai pas l'information s'il a fait un bloc spécifique comme Victor Koretsky pour préparer les championnats du monde, ou alors s'il est pas forcément, ouais, ou il a pas forcément couru, donc est-ce qu'il aura le rythme de course ou pas, je sais pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit quatrième. Je le vois pas forcément aller jouer avec les deux, avec mon podium que j'ai mis. Moi, je les vois, honnêtement, je vois cette course dans la boue. Je vois cette course dans de mauvaises conditions. Donc beaucoup de spectacles aussi. Mais on sait que Crans-Montana, dès qu'il y a de la boue, c'est compliqué aussi. On l'avait vu l'année passée, je crois, à la Coupe du Monde. Et Adrien Boissy, à Léogang, c'est un peu la seule course où je peux un petit peu me fier. Il a fait 21e en élite. C'est pas un résultat moche, hein, c'est un bon résultat. Mais je pense un petit peu moins tranchant que les autres, peut-être dans ces conditions. On verra ce que ça donne sur les championnats du monde Crans-Montana. Mais avec ceux qu'on va lister ensuite, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais, ils vont être ensemble finalement les quatre qu'on va citer là. Ça va être disputé comme course. Du coup, quatrième, toi t'avais aussi mis ça. Je passe à mon troisième. J'ai mis Benjamin Kruger. Je sais pas qui c'est ta. Est-ce que tu l'as mis dans? Je l'ai pas mis dans mon top 5, je pense. J'ai hésité et finalement je l'ai pas mis pour laisser place à Nicolas Alter. Mais ouais, je vois. Ouais, de ce que j'ai entendu, il était vraiment très très fort là sur les jets. Il a fait vraiment une montée en puissance tout au long de la saison. Donc je le vois arriver très fort aux mondiaux et ouais, avec une bonne préparation encore, il va vraiment être au niveau de la bataille, je pense. À fond. Deuxième, j'ai mis un coureur donc qui a joué le top 5 élite au jet. Malheureusement, qui a eu une crevaison. Qui a fait top 5 sur le short track des jets. Donc c'est Cole Punchard, le coureur canadien, qui fait une deuxième partie de saison assez folle là, je trouve. Donc je le vois clairement aller jouer la deuxième ou la première place de la course. Bah, on a juste échangé, je crois, premier, deuxième, avec Finn Troidler, on en parlera après. Moi, Cole Punchard, je l'ai mis gagné, parce que ouais, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. J'espère personnellement une victoire de Finn quand même, pour la Suisse, ce serait joli. Mais en plus à la maison. Mais Cole Punchard, ouais, il est vraiment... ce qu'il a montré ce week-end encore, il tient des gars qui sont capables d'être champions du monde. Enfin, il y a des chances qu'on l'aurait mis dans notre top 5 pour les élites. Donc, à un moment donné, Ouais, je je crois pense que dans c'est le top assez 10 clair. élite, je l'aurais mis Ouais. assez facilement. Du coup, Je crois que c'est du assez coup, clair de le c'est mettre dans. c'est assez simple. Ouais. Donc voilà, donc après Adrien Boissy, pardon, qu'on avait dit avant, c'est Cole Punchard qui était également, les deux, ils étaient également surclassés. Et puis, ils auront bataille à faire avec le troisième qui, lui, n'était pas surclassé, mais il a survolé les I-23. Il a surclassé les I-23 sans être surclassé en élite. Finn Troidler, le Suisse, il a presque tout gagné. Ouais, Finn Troidler, quoi. Voilà, dans la forme actuelle, dans la forme de la saison, les résultats qu'il a fait, enfin, son physique aussi, hein, qui a vraiment un physique de grimpeur. Voilà, pour moi, je le vois gagner. Je sais pas comment, je sais pas s'il va gagner de l'avance, c'est assez son type, mais ouais, franchement, il est beaucoup plus léger que les autres aussi. Ça a fait une différence. Ça peut être une bataille beaucoup plus intense. Peut-être pas beaucoup, mais plus intense que les élites. Clairement, au niveau masculin, les U23, ça peut être une bataille méga intense. Ça va vraiment être une course incroyable. Ce sera le samedi matin. Donc, si vous avez prévu de faire le week-end, ou si vous avez prévu de faire que le dimanche, venez aussi le samedi matin pour voir, déjà pour supporter Maxime, ceux qui sont de la région. Et surtout, ouais, surtout voir cette bataille entre ces trois favoris. Je pense qu'il y a quand même trois favoris qui se démarquent, même si on a mis dans le classement, on a mis Maxime et certains autres. Je pense qu'il y a ces trois favoris qui se démarquent et ça va être une sacrée bataille. Et 2 heures plus tard, les femmes élites qui vont s'élancer donc sur ce parcours de Crans-Montana. Avant qu'on fasse le top 5, ça va un peu dans le désordre, mais je pense qu'on est d'accord sur la première, il n'y a même pas photo. Je pense qu'on peut dire, Johnny Rizzlet, tu l'as aussi mis en premier? Si, Ouais, voilà. Ok, on en reviendra après, mais je voulais juste être sûr avant de démarrer le top 5 que là-dessus on n'avait pas fait d'erreur et je pense que on peut mettre un petit peu d'argent là-dessus, on verra après. Donc en cinquième position, tu peux commencer vu que j'ai commencé avant les 23. Alors en cinquième position, donc moi j'ai mis une coureuse qui a pas forcément été en top forme depuis le début de saison,
mais que j'ai une impression qu'elle monte en puissance et c'est surtout une coureuse qui est très très forte pour cibler ses objectifs, pour arriver en forme. Elle l'a fait aux Jeux Olympiques, elle l'a fait plusieurs fois au Championnat du Monde. C'est Yolande Danef. Elle aura en plus le public derrière elle. Du coup, je la vois vraiment performer. J'espère un top 5, voire mieux pour la coureuse suisse. Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais pour rappel, ouais, Yolanda Neff, c'est un titre de championne olympique, plusieurs titres de championne du monde, et puis elle est aussi ambassadrice des mondiaux à Crans-Montana. Ça fait longtemps qu'elle étudie le parcours. Ouais, si je pense aux mondiaux à Crans-Montana et au parcours de Crans-Montana, je pense directement à Yolanda Neff. Je l'ai pas mis dans mon top 5 parce qu'elle a pas fait des résultats qui, pour moi, prouvent qu'elle peut être tout à l'avant chez les élites femmes, mais c'est juste, t'as raison, elle sait se préparer et c'est une bonne prétendante en tout cas pour les meilleures places de cette catégorie. Quand même. Moi en cinquième position, j'ai mis Samara Maxwell, leader de la Coupe du Monde cette saison. Elle a gagné beaucoup de courses. Elle était un petit cran en dessous sur Jenny Rizvet qu'on disait avant la favorite sur la dernière course au G, enfin sur les dernières courses de la saison là. Euh, je sais pas, sur une course d'un jour, sur un événement comme ça, bon, elle a déjà fait un titre de championne du monde en U23, mais moi je la vois pas être plus devant qu'une cinquième place sur ce championnat du monde. Alors, je la vois pas forcément gagner. En effet, elle est très régulière sur toute la saison, très régulièrement, voire toujours sur le podium. Mais je la vois peut-être pas sur une course d'un jour où il faut être prêt au top du top, gagner. Je l'ai quand même mis troisième. Parce que même le week-end passé au G, finalement, elle a montré elle était capable. Donc moi, je la verrais bien quand même monter sur le podium. Mais après, voilà. Oui, la quatrième chez moi, du coup, Alessandra Keller, que j'ai mis quatrième. C'est une coureuse qui est très puissante, qui a une expérience sur ce parcours. Deuxième, hein, ouais. Deuxième en 2024, l'année passée, donc sur la seule Coupe du Monde qu'il y a eu sur ce parcours. Donc elle peut aller vite là-dessus. Après, physiquement, je sais pas. Peut-être je la vois pas forcément aller jouer tout devant sur ce type de parcours. Ça dépend encore une fois les conditions. Mais ouais, je la vois en tout cas faire dans le top 5. Alors moi, Alessandra Keller, je l'ai mis en deuxième position. Et si Jenny Rietved ne survole pas cette course, si ça se décante pas trop tôt, je vois Alessandra Keller même pouvoir gagner. J'ai l'impression qu'elle est vraiment capable de sortir des courses incroyables, surtout devant un public. Elle aime tirer l'atmosphère aussi. Elle avait gagné en U23 à la maison en 2018 à Lenzerheide. Pour moi, elle va réussir à se servir du public. Elle va faire une grosse performance. Je l'ai pas mis en première, mais j'avais envie de la mettre en tête. Mais c'est vrai qu'avec Jenny Rizvet qui a absolument tout dominé, c'était compliqué. Mais voilà, moi je l'ai mis en deuxième position. Moi, quatrième position, j'ai mis une autre Suisse encore, Nicole Kohler. J'avais pas mis Yolanda dans mon top 5. J'ai aussi mis deux Suisses. J'ai mis Nicole Kohler qui a fait une saison solide. Nicole Kohler qui a fait 13e au jet. Donc elle est toujours dans le coup, juste derrière Ginia. On en parlait dans le premier épisode. Pour moi, elle a montré qu'elle est capable de jouer tout devant. On sait pas non plus je sais pas exactement la préparation qu'elle a prévue, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est au-delà du top 10 au jet. Et peut-être, pour moi, je la vois assez forte sur ce parcours aussi, tirer du public et puis réussir à faire quelque chose. Pourquoi pas. On a déjà parlé du coup de ma troisième position. Pour toi, qui c'est que tu vois monter sur la... Moi, en troisième position, j'ai mis sur un peu la même théorie que je parlais avant avec Léo Gang, qui était un parcours très mouillé. Elle avait remporté. Je mets Pug Petersen en troisième position. Elle a déjà fait troisième à Crans-Montana quand Alessandra Keller avait fait deuxième. Donc voilà, je vois Pug Petersen faire une grosse performance. Elle va aussi faire une grosse performance, voire mieux. Moi, je la vois faire en tout cas deuxième. Les multiples championnes du monde de cyclocross. Donc si c'est des conditions comme annoncé, il risque de pleuvoir vraiment toute la semaine. Donc je pense que c'est des conditions qui peuvent lui convenir. En plus, elle est experte un peu des courses d'un jour. Enfin, ouais, comme je le disais, multiple championne du monde d'Europe de cyclocross. Elle a déjà fait championne d'Europe et du monde aussi de mountain bike. Donc elle sait comment ça se passe une course d'un jour. Donc je la vois bien monter sur la deuxième marche du podium. Moi, en deuxième position, donc j'ai mis Alessandra Keller et pour la fin, Jenny Rietved. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer. C'est assez clair. Jenny Rietved, la Suédoise, qui a remporté les dernières Coupes du Monde au jet. Ouais, on en a parlé dans le dernier épisode. Elle a survolé le short track, le XCO. Pour moi, je la vois faire coup double aussi sur le championnat du monde. Elle a fait le coup double sur le championnat d'Europe. Ouais,
elle va rien laisser. Je pense qu'elle va pas laisser grand-chose. Elle a une domination de ces dernières semaines assez folle. Elle a une forme qui est ascendante. J'ai l'impression qu'elle est quand même encore meilleure chaque semaine. Donc, ouais, je la vois vraiment survoler le paquet, même pas forcément. Une grosse bataille pour la victoire. On retrouve pas mal de similarités quand même dans nos classements, c'est assez clair. On commencera donc la journée du dimanche avec les U23 femmes, catégorie intéressante. J'espère voir le nom de ma copine dans ton classement. On commence en 5e position. Moi, j'ai mis Olivia Honesti, la française. Elle a fait une belle performance au jet. Je l'attendais survoler les jets parce qu'elle était chez elle. Elle n'a pas réussi. Elle va clairement jouer les premiers rôles, mais pour moi, je la vois 5e. Ouais. Yes, alors moi je vois plutôt... là j'ai mis Monique Alter. Elle n'est pas forcément peut-être pas dans la meilleure forme de sa vie, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les conditions annoncées vont la favoriter. Elle est très très forte, elle a été championne du monde dans un bain de boue, elle est vraiment forte là-dedans. Championne d'Europe aussi, sauf erreur, dans un bain de boue, donc on sait qu'elle est forte, comme plusieurs coureurs ou coureuses du Team Thomas, donc ouais, je la vois quand même monter dans le top 5. Ouais, je l'ai mis en 4e position, Monique, parce que c'est vrai que quand tu penses qu'il y a une course avec de la boue, tu sais que Monique Alter va être quelque part par là. Euh, pour moi, au contraire, je pense pour être dans le top 5 en U23 cette année avec les machines qu'il y a, entre guillemets, je pense qu'elle doit être dans la forme de sa vie. Et elle va l'être, à mon avis, sur les mondiaux. Je pense que là, le niveau est tellement homogène à l'avant qu'il faut être dans la meilleure forme de sa vie pour rentrer dans le top 5. Parce que même derrière, de la 6e à la 15e place, je pense qu'il y a ouais, 6e à la 10e place, en tout cas, il y a encore des très gros moteurs derrière. Donc, pour moi, c'est important d'être dans la meilleure de ses formes. Et je pense que si Monique atteint le top 5, ça veut dire qu'elle est dans une grande forme. Et moi j'ai mis Léa Huber, 4e, basé sur les derniers résultats, sur la forme qu'elle a aussi. Ouais, ça va être difficile de monter sur la boîte, je pense, mais top 5, je le vois clairement. En tout cas, j'espère pour elle. Elle connaît ce parcours. En étant suisse, elle a couru au championnat suisse. Donc elle connaît le parcours. Donc je pense que, donc ouais, je la vois. 4e. Moi, je l'ai mis 2e. C'est la seule des filles et même de tous les concurrents de qui je connais exactement la préparation, exactement ce qu'elle met en place. Et j'ai l'impression, après je le vois pas chez les autres bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle se prépare vraiment parfaitement et qu'elle va être très forte. Elle arrive en puissance avec une 5e place au jet. C'est beaucoup mieux que ce qu'elle a fait toute la saison. Elle est en confiance. Elle a fait un tour de Romandie, un tour de Suisse sur la route qui l'ont vraiment mis en forme. Et pour moi, Cromontana, elle attend cet événement depuis longtemps, un peu comme tout le monde bien sûr, mais moi je le sais vu que je suis du coup proche d'elle et ouais, je vois Léa monter sur la place, la boîte en 2e position et voilà. Yes. Moi, pourquoi pas. J'espère pour elle, en tout cas, qu'elle puisse faire ça. Ensuite, dans le début du podium, j'ai mis Fiona Schibler, qui nous a quand même montré au long de la saison qu'elle était capable de monter sur la boîte, qu'elle était même capable d'aller gagner certaines fois. Aussi un physique pour les longues montées, donc parfait pour Cromontana. Pas mauvaise en technique, donc je pense clairement qu'elle peut aller jouer le podium. J'avais hésité entre Fiona et Olivia Honesti pour la 5e place. J'avais choisi Olivia Honesti vu sa tendance actuelle, mais c'est vrai que elle va être forte, ouais. Du coup, chez moi, en 3e position, j'ai mis Isabella Holmgren. Je sais pas où tu l'as placé toi, je pense que tu l'as placé sur la boîte. Je l'ai placé 2e, ouais. On est en grosse hésitation avec la première place. La première place, oh, peut-être pas, on va pas revenir beaucoup sur Isabelle Holmgren, on en a déjà beaucoup parlé dans le dernier épisode, mais elle sort d'un tour de l'avenir où elle était directement après le tour de l'avenir qu'elle a fini le vendredi, elle est venue le dimanche au jet, elle a réussi à faire 2e, donc elle est en très grande forme, et puis c'est un parcours qui monte beaucoup, donc c'est quand même avantageux pour elle qui est très forte en montée. Maintenant, pour moi, il y a une grosse intégration pour elle, c'est la technique. Si le parcours est mouillé, pour moi, elle va perdre beaucoup trop dans les descentes de ce qu'elle a montré de niveau techniquement, par le passé aussi. Donc on verra ce qu'elle est capable de faire, mais en tout cas dans la montée, c'est elle qui va monter le plus vite. On verra, mais je pense qu'elle peut travailler techniquement. Elle a le temps de le travailler. Là, elle sortait du Tour de l'Avenir, mais je pense que maintenant, si elle s'habitue à être 2 semaines sur son VTT, ça risque d'aller mieux, je pense. Le dernier nom, je crois qu'on n'a pas cité,
Sinon, tous les autres, on les a cités. C'est Valentina Corvi qu'on a donc les deux mis en première position. Sûr. Ouais. Bah, depuis Melgaço au Portugal, le championnat d'Europe, je pense qu'elle a vraiment une domination. Sauf elle a tout gagné. Toutes les courses auxquelles elle a participé facilement. Enfin, je l'ai vu la fois où elle m'a le plus impressionné, je pense que c'était à Andorre, où elle a gagné près de 4 minutes d'avance, je crois, sur la deuxième. Énorme. Andorre qui était une course un peu similaire au niveau de l'altitude, c'était aussi une course assez en altitude. Donc ouais, franchement, rien à dire. Là, elle a vraiment un niveau au-dessus des autres. Donc je la vois aller gagner assez facilement cette course avec beaucoup, beaucoup d'avance. En tout début de saison, elle avait déjà gagné pas mal de courses, mais avant même les Coupes du Monde, je crois, elle survolait, elle avait même fait des très gros résultats avec les élites, aussi dans la boue. Donc s'il y a de la boue, elle répondra présente. J'espère voir Léa devant quand même, mais c'est vrai que je pense en termes de favoris, et on l'a mis les deux, c'est assez clair, Valentina Corvi, l'italienne donc. Dernière catégorie qui va clore ces mondiaux de VTT, les élites hommes. Ça va clore les mondiaux de VTT et la carrière aux mondiaux de VTT de Nino Schurter, que du coup j'ai été obligé de mettre dans mon top 5. Je l'ai mis cinquième, vu la forme actuelle et vu toutes les circonstances, je pense cinquième ce serait déjà énorme devant son public, quasiment. Est-ce que tu l'as mis dans ton top 5? J'ai fait le risque de pas le mettre dans mon top 5. Pour moi, il est vraiment en train de préparer, à mon avis, Lens-Reide la Coupe du Monde, dernière Coupe du Monde à la maison. Donc pour me rattraper, je pronostique une victoire d'Ino Schurter à Lens-Reide, mais pas de top 5 pour moi à Crans-Montana. Ouais, on verra comment ça se passe, mais pour moi, j'ose espérer et je crois qu'il a fait sa préparation pour Lens-Reide, plus pour les mondiaux. Et il peut un peu prendre les autres à contre-coup et puis gagner la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Je trouverais plus joli. Maintenant, s'il fait un top 5, je signe. Et même, je signe pour plus haut. Hein. S'il peut aller chercher une dernière fois un maillot après ses 9 titres de champion du monde, 10 titres de champion du monde. Moi, en cinquième position, j'ai mis un Français, Mathis Azaro. C'est le seul Français que j'ai mis dans le top 5. Ça peut peut-être te surprendre. On verra après. Mathis Azaro, je le vois être performant. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'argument, mais je le vois faire un top 5. Moi, c'est vrai qu'il a été fort, hein. Tout au long de la saison, il a toujours été régulier. Et pourquoi pas une fois rentré dans le top 5. On se rappelle du Brésil où il avait été vraiment très très fort. Et Fin de puis saison l'année passée aussi. ouais. Et puis il a assumé toute la saison avec des bons résultats. Et ouais, je le vois bien devant. En quatrième position, j'ai mis un Suisse, Fabio Puntner, peut-être le futur Nino, on verra. Bon. Mais voilà, le coureur du team donc de Soler qui ouais, pour moi, il fait une saison incroyable. Il a surpris tout le monde en début de saison. Ouais, il va être capable devant le public suisse, à mon avis, de faire une grosse performance et je le vois quatrième. Est-ce que toi, tu l'as mis dans ton top 5? Je l'ai pas mis parce que sur la Coupe du Monde, il a fait des podiums, ou un podium, des top 5, etc. Mais je me dis que sur une course d'un jour où tout le monde sera au top du top, je le vois peut-être pas rentrer dans le top 5. J'espère pour lui, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je l'ai pas mis dans mon top 5. Si ça peut t'aider dans ton doute, il avait fait troisième à Léogang où c'était là où il surprenait tout le monde et c'était aussi dans la boue. Donc je me dis, moi je garde quand même dans l'esprit ce truc de boue et pour moi je me suis quand même pas mal inspiré de Léogang parce que c'était vraiment le bordel. J'ai pas mis au Racing en tête de course, on est d'accord, il avait le Tchèque qui avait surpris tout le monde à Léogang. Je l'ai pas mis en tête de course au championnat du monde quand même, mais je pense qu'il faut quand même s'inspirer de ça et à mon avis ouais, devant les supporters nationaux, il peut faire quelque chose. Yes. Alors moi, quatrième, j'ai mis Lucas Bredo, qui est en grande forme. On l'a vu au Auger. Il a aussi fait troisième l'année passée sur la Coupe du Monde de Crans-Montana, dans des conditions boueuses aussi. Donc il connaît bien le parcours, il a performé, il est en forme et il nous a surpris plus d'une fois sur un championnat ou sur une course d'un jour. Donc je le vois bien monter dans le top 5. Ok, parfait. Mais on peut passer au podium. Il est revenu en VTT Auger. Il a montré une belle remontada pour finalement un petit peu exploser sur la fin. Il n'a pas réussi à faire la différence sur les meilleures élites. Mais Mathieu Van Der Poel, ouais. Comment ne pas présenter à Mathieu Van Der Poel? Je crois que tout le monde le connaît dû à ses performances sur le Tour de France aussi, même ceux qui connaissent pas le VTT. Ouais, il est venu, il a préparé ses mondiaux.
Il est là pour quelque chose et pour moi, il va au moins monter sur la boîte. Je le vois pas gagner, mais il va monter sur la boîte. J'ai aussi mis troisième parce qu'il y avait deux autres favoris à mettre devant. Pour moi, il peut aller gagner. Enfin, je l'ai écouté à l'interview, etc. Voilà, il a quasiment pas fait de VTT avant léger. Il arrive, il fait cette sixième place. Il a dit qu'il était super confiant sur le fait qu'il peut s'améliorer techniquement là pendant les 2 prochaines semaines. Là, il est rentré quelques jours, mais il a dit qu'il viendrait très tôt à Crans-Montana pour pouvoir bosser sur le parcours, bosser techniquement. Donc je pense qu'il pourra rattraper ses lacunes. Enfin, ça va revenir assez vite parce qu'on sait que quand il faisait beaucoup de VTT, il était très fort techniquement. Mais du coup, je l'ai mis au minimum ce podium. Avec ton cœur de crossman, t'espères quand même l'avoir gagné ou Quand même, Ouais. ouais, Ok. quand même. Du coup, qui t'a mis en deuxième position? Mathias Fukiger. Ok. Mathias Fukiger, très fort sur ce parcours l'année passée, déjà. Euh, Deuxième, sauf erreur. Il est aussi revenu en forme depuis les jets. J'avais un peu des doutes sur le reste de la saison, mais là, sur les jets, on voit que la préparation est efficace. Et il affectionne ses descentes techniques, où ça va droit-bas, à fond. Si c'est boueux, c'est un plus pour lui. Donc, ouais, je vois deuxième. J'ai fait l'air surpris quand t'as dit Mathias Piquillard deuxième, mais moi je l'ai mis en tête. J'ai mis décrocher le maillot à la maison, ça fait longtemps qu'il l'attend. Il n'a jamais eu, je crois, ce titre de champion du monde en élite. Euh, Un titre, hein, finalement, parce que il n'a pas été champion du monde, il n'a jamais été champion olympique. Il est champion Champion suisse. d'Europe, je suis pas sûr. Ah oui, champion suisse, mais un titre international. Il y en a pas, malgré le palmarès qu'il a. Donc, Ouais. On l'aime bien. Et j'espère qu'il va venir. Et ce serait après Nino que ce serait incroyable. Ce serait le deuxième Suisse. Je pense que tout le monde serait content de voir remporter. Après tout son passé, les difficultés qu'il a aussi rencontrées, et il revient au meilleur niveau. Ouais, je le vois arriver en forme, en tout cas. Et puis, du coup, toi tu as mis en tête, ou peut-être je dis mon deuxième avant, c'est un nom qu'on n'a pas discuté encore, Christopher Blevins. Il a clairement été très très fort tout au long de la saison. Il est leader de la Coupe du Monde. Ouais, je pouvais pas faire un top 5 sans mettre Christopher Blevins parce qu'il a vraiment été super fort cette saison. Euh, Autant j'ai fait l'erreur de pas mettre Nino, autant toi t'as fait l'erreur de pas mettre Christopher Blevins, je pense. je pense pas que c'est une erreur. Je le vois pas, mais on verra. Pourquoi pas. Du coup, qui t'a mis pour le titre? Moi j'ai mis Mathias Flukiger. J'ai mis un gars qui arrive en élite, qui est quasiment imbattable, qui est pas descendu du podium depuis les championnats d'Europe, qui reste sur une victoire, enfin une deuxième place en short track, une victoire en cross-country au jet, c'est Lucas Martin. Euh, Lucas Martin, il est méga en forme, ultra motivé. Il a un physique pour Crans-Montana. Faut savoir, il pèse 64 kilos, Lucas Martin, donc dans les bosses, ça va bien. Donc, enfin il a même gagné le championnat de France avant les championnats d'Europe. Du coup, vraiment, il a tout, tout pris sur son passage là. Pour moi, il a survolé OG, mais aussi devant ses supporters. Euh, ouais, gagner, je le vois pas. Maintenant, dans le top 5, c'est vrai qu'il devait avoir une place. J'ai préféré mettre un petit peu les Suisses et Mathieu Van Der Poel. Et j'ai choisi un autre Français pour mon top 5 pour avoir aussi d'autres noms. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un niveau très homogène, hein, dans les 7 premiers élites. Je pense que tout le monde peut aller gagner. Et puis, voilà. Je rappelle quand même qu'une petite info, à Andorre, il était avec Tom Pidcock avant un problème mécanique, il repart avec 1 minute de retard, il finit à 20 secondes. Donc il lui a repris 40 secondes en 2 tours à Tom Pidcock. Donc, le roi de Crans-Montana, donc finalement, ouais. Ça va être, on verra. On verra. C'est assez marrant. Aucun de nous n'a parlé d'un coureur qui finalement se prépare que pour ça, cette saison. On l'oublie presque parce qu'il n'a pas roulé sur les dernières Coupes du Monde. C'est Viktor Koretsky qui a décidé de faire l'impasse sur sa Coupe du Monde au jet, à la maison, pour préparer le championnat du monde. On n'en a pas parlé peut-être aussi parce qu'on l'a oublié, parce qu'il n'était pas là, il n'a pas couru. À voir ce qu'il est capable de faire, comme au même titre qu'Adrien. Je sais pas si il aura assez de rythme de course ou comme ça, mais je pense qu'il faut pas le sous-estimer. Il va revenir à la compétition et puis je pense qu'il va revenir fort. Il y aura donc une jolie bataille franco-suisse quand même dans les noms qu'on dit. Il y a pas mal de Suisses, pas mal de Français. C'est un peu ça depuis
depuis toujours dans l'histoire du VTT. Ah, c'est quand même les deux meilleures nations du VTT depuis toujours. Mais on verra comment ça se passe. Je voulais juste te demander, par rapport aux vainqueurs que tu as mis en U23, est-ce qu'il y en a des que tu mettrais pas en short track du coup le mardi et que tu mettrais quelqu'un d'autre? Moi, je pense qu'au niveau de Mathias Flukiger, je le garde sur le short track du mardi. Jenny Riesverd, clairement aussi. Cole Punchard, je pense que je passerai pour un Finn Treudler au format court. Et puis, chez les 23 femmes, je laisserai Valentina Corvi. Mais je rajoute juste Anila Hutter sur le podium du short track, j'ai l'impression. Pour les 23 femmes, peut-être que j'ajouterais Vida Lopez, qui a gagné au jet en short track et qui est très forte sur 20 minutes. On l'a déjà vu plusieurs fois cette saison. Pour les hommes U23, alors c'est sûr que il y a moyen que je mettrais plutôt Adrien Boissy sur la victoire pour une course courte. Femme élite, Jenny Riesveld. Du coup, dans mon top 5 élite homme, enfin non, dans la victoire élite homme pour le short track, là, je changerais avec Charlie Aldridge et je mettrais Christopher Blevins quand même sur le podium que j'ai pas mis sur le XCO. Parfait. Pour revenir sur Vida Lopez, tu disais dans les U23 femmes, c'est vrai qu'elle va aussi jouer les premiers rôles en XCO. Hein. On l'a pas mis dans le classement, mais elle a été très forte au jet également. On peut parler du parcours de Grand Montana. Peut-être que je peux m'occuper de ça vu que je l'ai roulé l'année passée en Coupe du Monde. On était arrivé du coup sur les premières reconnaissances le jeudi. Il y avait eu beaucoup de changements, beaucoup de choses très dangereuses qui ont été adaptées déjà pour la course l'année dernière et qui ont été adaptées pour la Coupe du Monde encore cette année. C'est un joli parcours. Il y a des nouveautés aussi avec le Tour du Lac en haut. Donc ouais, des nouveautés. C'est un parcours quand même assez exigu. Je me demande qu'est-ce que ça va donner avec beaucoup de monde pour les championnats du monde. On verra, mais je pense que ça peut être joli à voir. En tout cas, c'est un bel endroit pour regarder du vrai VTT technique dans la forêt. C'est spectaculaire et ça va être une belle compétition. Oui, ce sera naturel. Il y aura moins, je pense, cet effet de masse, de foule que ce qu'il y avait au jet qui était vraiment sur un talus. Mais je pense qu'il y aura du monde. Ça va permettre d'aller voir à plusieurs endroits des passages impressionnants, techniques. Juste pour les stades, donc le parcours, il fait 3,8 km avec 160 mètres de dénivelé par tour. Et c'est aussi une course qui va se courir en altitude à 1500 mètres d'altitude. On parlait avant de l'importance de ces mondiaux. C'est bien sûr le prestige du maillot arc-en-ciel, le maillot qui se trouve du coup juste derrière nous pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Pour les autres, donc c'est un maillot tout blanc avec les lignes de couleurs bleu, rouge, noir, jaune et vert. C'est les couleurs olympiques aussi. Et puis c'est le maillot, voilà, comme je disais, que vous pouvez voir sur Pogacar. Je pense que c'est ceux qui l'ont plus vu, notamment sur le Tour de France. C'est une course unique, il y a une pression maximale. Tout le monde se prépare, c'est là qu'on voit qui est capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. C'est aussi ce qui intéresse les teams. C'est là aussi où les contrats pour l'année suivante s'écrivent aussi. C'est une course très importante. Oui, c'est hyper important. C'est un maillot qui est porté toute l'année. Enfin, beaucoup de coureurs disent que c'est vraiment le titre peut-être le plus important dans une carrière parce que c'est un maillot qu'on peut porter toute une année. Donc, se dire qu'on est champion du monde une fois, mais alors pendant 365 jours, on porte un maillot qui montre qu'on est champion du monde. Et donc, ouais, pour les sponsors, pour les coureurs et pour un palmarès, c'est incroyable. On vous a demandé de nous poser quelques questions si vous en aviez avant ces championnats du monde sur nos réseaux sociaux. Nicolas, je vais donc te poser ces questions. Ryan qui nous demande combien de médailles suisses. Alors, on peut revenir un peu sur ce qu'on a dit. Alors, j'en ai 5 selon mes top 5 de toutes les catégories. Je pense que c'est un chiffre qui peut être assez plausible, même s'il y a un peu des échanges dans les classements. On sait que le réservoir suisse est très fourni. Donc, je vois bien 4-5 médailles, ouais. Ouais, je pense que c'était assez juste avec 4-5 médailles. Lens Reidel l'année passée, c'était en 2018, c'était 4 d'or, 1 d'argent, donc 5 aussi. Je pense qu'on espère un bilan égal. À un moment où il y a plus quand même, il y a moins cette domination suisse qu'il y avait, j'ai l'impression, à Lens Reidel, mais je pense qu'on va quand même pouvoir atteindre des sacrés niveaux. Je pense que les médailles vont être... on va pouvoir les avoir. Les médailles d'or, on va clairement en avoir moins que sur les championnats du monde d'il y a 3, 4, 5 ans. Mais ouais, je pense que les médailles, on va pouvoir en avoir tous autant. On n'a pas dit, mais aussi les médailles en team relais comptent. Pour moi, il y aura quand même une médaille en team relais. Donc, ouais, je mettrai à 6 le bilan pour dire un chiffre assez ambitieux. Toi, t'es à 5? Et 5. Okay. Elliot qui nous demande du coup si
À moi, donc, si je participe. Non, malheureusement, j'ai pas réussi à faire les critères cette année. Des critères qui sont très élevés toujours avec l'équipe de Suisse. Voilà, ça c'est malheureusement pas fait pour cette saison. J'espère l'année prochaine pour ma dernière année I23. Bon, du coup, on espère vous voir présent déjà mardi à Zermatt et puis dès jeudi, du coup, du côté de Grand Montana, surtout samedi, dimanche, où les courses U23 Elite, où ça va vraiment être du très très beau spectacle, du très très beau VTT. C'est un beau point, c'est une belle offre pour commencer à suivre ce sport, hein. Oui, clairement, c'est incroyable, il y a tout au même endroit. Ça va être fou, on peut aller voir toutes les disciplines dans un canton en Suisse, donc c'est vraiment bien. Et ouais, ça va être vraiment top. Je pense qu'on peut mettre le lien du site internet dans la description du podcast, comme ça vous pouvez avoir toutes les infos au même endroit, c'est vraiment bien expliqué, donc vous pouvez aller sans doute. Et dans tous les cas, on y sera pratiquement tous les jours, enfin pour ma part. Donc on va essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. On n'a encore rien prévu, mais de toute façon, il y aura quelque chose. De toute façon sur nos réseaux sociaux, donc All Shot sur Instagram. Et puis on va essayer de vous faire quelques podcasts et d'avoir des réactions avec les coureurs, vu on connaît quand même pas mal de monde dû au fait qu'on fait les courses aussi. Donc on va essayer de pouvoir d'approcher les coureurs et avoir aussi une autre vision. Peut-être qu'il n'y aura pas dans les médias. On espère vous offrir un peu d'exclusivité du côté de Zermatt et Crans-Montana. On vous invite à réagir aussi, à commenter notre podcast, nous donner des pouces bleus sur YouTube et puis mettre 5 étoiles sur Spotify. Je crois que c'est pas encore possible. Il faut d'abord écouter quelques épisodes avant de noter des étoiles, mais dès que vous pouvez. Ah, c'est déjà possible? Ok. Alors dès que vous avez écouté assez, mettez des étoiles, mettez 5 étoiles. Et puis voilà. Donc dès maintenant, les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube. Ce sera pas toujours filmé. Mais voilà, on se voit du côté de Crans-Montana, du côté de Zermatt. Et puis Nicolas, bonne préparation pour le cyclocross qui arrive bientôt. Merci, merci. Ciao. Ciao.